Patient, merci d'être avec nous. Vous avez donc passé 34 années au service de la commune de Mana. Vous partez, comme vous l'aviez annoncé, serein, mais le cœur serré. Oui, je ne peux le cacher. J'ai un gros pincement au cœur, hein, surtout hier, dans la journée d'hier, où je me suis senti presque obligé, hein, tant je leur suis reconnaissant, de saluer tout le personnel communal et un certain nombre d'administrés. Donc, jusqu'à maintenant, un gros pincement au cœur. Mana, une commune de l'Ouest d'environ 10 000 habitants aujourd'hui, à 30 km de Saint-Laurent. Vous avez vu le territoire évoluer depuis 1989. Quel bilan tirez-vous du travail accompli ? Mais, comme je viens de le dire, un gros pincement au cœur, mais la satisfaction d'avoir fait ma part de travail. Hein. Je pense qu'il faut connaître bien la réalité de cette commune avant d'en parler, comme vient de le faire le journaliste en question. Quand je suis arrivé à Mana, il y avait moins de 1000 habitants. Maintenant, il y a plus de 10 000 habitants à Mana. C'est une commune très dotée sur le plan des équipements publics, ce qui peut expliquer que la population est crue, a été multipliée par 8. Les équipements publics font de Mana la commune la mieux dotée dans sa strate. Hein. Vous avez un lycée qui va jusqu'au Bac plus 2, au BTS Commerce International. Vous avez 2 collèges. Vous avez plusieurs écoles élémentaires, vous avez même une maison familiale rurale, hein, qui s'adresse aux jeunes qui ont été à un moment donné déscolarisés, des terrains de jeu, des équipements culturels, et puis aussi en termes administratifs, une administration qui fonctionne très bien, avec des finances qui sont saines, et un personnel dont les cadres sont tous d'origine locale. Vous l'avez rappelé, vous êtes arrivé à une époque où Mana n'était qu'un petit village quasiment, et aujourd'hui, voilà, on en est au stade de bourg, quand même très peuplé par rapport à cette époque, mais quand même de nombreux projets, tels que le fameux projet Risicole du début des années 80, n'ont pas abouti. Sur le plan économique, finalement, est-ce qu'il y a des projets que vous auriez souhaité mener à bien dans ce délai ? Mais vous savez, hein, vous avez fait un reportage tout à l'heure sur les attentes des socioprofessionnels. Bon, je crois que Mana n'échappe pas à cette espèce de léthargie économique dans la mesure où les ressources naturelles qui pourraient permettre un développement endogène du pays ne peuvent pour l'instant pas être exploitées. Mana a des potentialités énormes en matière aurifère et dans beaucoup d'autres domaines, mais dans la mesure où elles sont mises sous cloche, ça peut expliquer la léthargie de la commune. Vous avez parlé de la mise sous cloche, eh bien, ça vient du système dans lequel nous évoluons actuellement. Vous avez parlé du riz. Le riz, ce n'est pas du fait de la commune que le riz a cessé d'être exploité. C'est parce que le riz de Mana devait se mettre en conformité avec les normes européennes. Vous avez en face au Suriname 300 000 hectares et au Guyana 300 000 hectares de riz qui sont cultivés à partir de produits adaptés à la région. Tant qu'en Guyane on a pu utiliser ces produits, nos 5 000 hectares produisaient. Mais depuis que l'Europe a décidé de mettre un frein à ces aides, en raison de produits utilisés en Guyane qui n'étaient pas conformes aux normes européennes, la production du riz a chuté et on n'a plus de riz à Mana. Alors tout cela, c'est une réalité que vous décrivez sur le terrain, mais qu'il faut faire remonter bien sûr vers le gouvernement. En tant que sénateur, votre rôle, c'est aussi ce relais des collectivités locales jusqu'au gouvernement. Mana a eu la chance d'avoir donc un maire sénateur, mais en a-t-elle vraiment bénéficié ? Oui, en termes d'équipements publics, hein, comme je vous l'ai dit, nous avons énormément d'équipements publics. Hein. Bon, dernièrement, on a inauguré un pôle enfance-jeunesse qui a coûté 2 300 000 €, financé par des fonds européens, par beaucoup de fonds publics. Mais en termes de développement économique, c'est là où le bas blesse. Il faudrait que le verrou saute, qu'on revoie le système de fonctionnement de la Guyane, pour pouvoir parler de développement économique. Alors justement, en parlant de revoir le fonctionnement de la Guyane, le président de la République s'y est dit favorable. Emmanuel Macron a fait un certain nombre d'annonces. Le chef de l'État fait des déclarations. Donc il lui est reproché quand même de ne pas avoir pris en compte la totalité de l'accord de Guyane. Est-ce qu'il est encore temps, selon vous, de permettre au projet Guyane d'aboutir ? Moi, j'avais toujours dit, dès le départ, dès après la signature de ces accords, qu'il nous fallait travailler de façon plus concrète sur la deuxième partie de ces accords, à savoir cette fameuse demande supplémentaire de 2 milliards. Bon,
c'est vrai, à l'époque, nous avions présenté cette demande, mais il y avait un travail de fond qu'il fallait faire. Bon, ce travail n'a pas été fait par nous, et nous arrivons maintenant à un stade où nous risquons justement d'être supplantés par les assises. Et dans les assises, nous n'avons pas le dernier mot. Bon, je pense qu'on parlait beaucoup de jouer le jeu tout à l'heure. Jouer le jeu aussi, bon, nous avons un chef d'État, nous avons un chef de gouvernement qui dicte le là. Ce qu'il nous faut, bon, les assises sont prioritaires à son niveau, mais dans la mesure où il n'a pas complètement mis de côté les accords, il nous appartient, nous, à travailler nos accords et à les faire rentrer dans les assises. Ça, en 3 mois, nous avons le temps de le faire. Bon, les accords, même s'ils ne sont pas détaillés dans le fond, en 3 mois, avec des collaborateurs techniques, avec l'appui des collectivités, nous pouvons faire en sorte de faire rentrer tout le contenu de ces accords dans les assises et suivre le calendrier des assises. Un calendrier qui a été bien défini par le président de la République et le prendre à son propre jeu. Merci beaucoup, sénateur Georges Patient, d'avoir répondu à toutes ces questions. Bien